Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 novembre 2025 et nos chers amis, nos frères, sont avec nous. Larry C. Johnson et Larry Wilkerson. Larry revient de Russie, en ce moment il est en Floride. Et Larry, bon retour parmi nous. Ravi d'être avec vous. D'ailleurs, dans l'émission du juge l'autre jour, il vous a mentionné et a dit « Dois-je dire cher, 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 cher ami ?» Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous aider à toucher davantage de personnes. Commençons avec toi, Larry. Tu reviens tout juste de Russie et tu sais ce qui s'y passe. Nous avons ce nouveau plan en 28 points de l'administration Trump. Quand tu regardes ces points, ils ont été publiés. Je ne suis même pas sûr de savoir qui les a publiés, que ce soit l'administration Trump ou l'administration Zelensky. Mais les éléments les plus importants de ce plan sont la reconnaissance de l'annexion de la Crimée et des 4 oblasts par la Russie, ainsi que la neutralité permanente de l'Ukraine. Ensuite, il parle d'autoriser les médias russes à opérer en Ukraine, d'un plafond pour la taille de l'armée, 600 000 serait la limite pour les forces armées ukrainiennes, et d'élections dans 100 jours. Du côté russe, nous avons entendu Peskov et Maria Zakharova. Tous deux ont confirmé qu'ils n'avaient reçu aucun document officiel du gouvernement américain. Quelle est ton opinion sur la situation actuelle? Oui, en fait, Pepe Escobar et moi avons interviewé Maria mercredi. Voyons voir, aujourd'hui c'est vendredi, donc c'était mercredi. J'ai perdu la notion du temps avec un type nommé Alexander Kazakov. Et elle a dit, tu sais, le juge lui a demandé, nous avions le juge à distance, et il lui a demandé, et elle a répondu, eh bien, nous n'avons rien vu, nous en avons entendu parler. En fait, il y a un tweet, quelque chose sur X, de Steve Witkoff. Il l'a publié. Apparemment, c'était censé être un message privé seulement, parce qu'une fois qu'il l'a posté, tout le monde a dit « Oups, il faut le retirer ». Il en a en réalité attribué la faute à Kirill Dmitriev, que Kirill Dmitriev l'avait mis en ligne. Il y a un type auquel j'ai fait un lien sur le compte X, je ne suis pas sûr qu'il soit ukrainien ou russe, mais il a publié ces 28 points. Si c'est vraiment le document qu'ils ont élaboré, et il semble authentique, c'est mort. Les Russes n'accepteront jamais ça. Point final. C'est terminé. Par exemple, ils disent « Hey, nous allons plafonner l'armée ukrainienne à 600 000 hommes ». Eh bien, la Russie et l'Ukraine avaient conclu un accord provisoire à Istanbul en mars 2022, et à ce moment-là, il devait être d'environ 85 000. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais la taille totale des forces terrestres actives de l'Ukraine au début de l'opération militaire spéciale était d'environ 270 000. Alors pourquoi, dans quel monde délirant, Witkoff et ces types qui ont pondu cet accord pensent-ils que la Russie va dire « Oh oui, bien sûr, mettons-nous d'accord pour tripler la taille de l'armée ukrainienne ». Je veux dire, cela part du principe qu'ils peuvent même réussir à rassembler 600 000 personnes. C'est tout un autre problème. Je dirais qu'environ 50% de ce qui figure dans ces 28 points sont des non-débuts du point de vue de la Russie. Encore une fois, sur la question du territoire, oui, ils vont reconnaître Donetsk, Louhansk et la Crimée comme territoire russe. Mais la Russie est censée se figer sur place à Kherson et à Zaporizhia. Se figer sur place? Ils ne vont pas faire ça. Ils sont en train de gagner. Ils avancent. Écoutez, cette affaire ne se terminera que par une reddition inconditionnelle de l'Ukraine. La Russie ne se contentera de rien de moins. Ils essaieront de maintenir les lignes de communication ouvertes. Mais juste hier, Poutine était avec les troupes en première ligne. Et il leur a dit, écoutez, continuez jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif. L'un des objectifs clés
est la démilitarisation de l'Ukraine. Et cela se produira soit parce que l'Occident finira par dire « D'accord, nous abandonnons, nous allons couper les vivres ». Et aux États-Unis, Trump pourrait le faire dès aujourd'hui. Couper les vivres au soutien de l'Ukraine, arrêter de leur envoyer l'argent qu'ils détournent. Mais non, nous ne le ferons pas. Alors la Russie va terminer cela militairement. Ils vont tuer autant de soldats ukrainiens que nécessaire. Ils vont continuer à détruire les soldats occidentaux qui se trouvent en Ukraine et combattent, et ils vont continuer à détruire le matériel de l'OTAN. C'est ainsi que cela se terminera. Colonel, la taille de l'armée ukrainienne avant le début de la guerre était, si je ne me trompe pas, d'environ 700 000 personnes, 400 000 soldats actifs prêts pour la guerre et 300 000 réservistes, si je ne me trompe pas. Et en ce moment, on parle d'environ 600 000, un chiffre similaire à celui que l'Ukraine avait avant le début de la guerre, et même supérieur à celui de nombreux autres pays européens. Comment est-ce possible, selon vous? Permettez-moi d'adopter une position légèrement différente de celle que Larry vient d'exprimer. Laissez-moi revenir un peu en arrière et commencer par le début de ce que j'aimerais dire à ce sujet. Ce début, c'est l'Alaska. Je me suis complètement trompé, pas tant à propos de l'Alaska en elle-même, mais dans la conception générale des choses. Et je me suis beaucoup trompé au sujet de l'appel entre Sergei Lavrov et Marco Rubio. Laissez-moi expliquer pourquoi je dis cela. De l'Alaska est née une compréhension plus fondamentale de certaines questions très importantes qui en réalité n'avaient rien à voir avec l'Ukraine, si ce n'est que l'Ukraine constitue un obstacle à la résolution de ces questions, comme l'architecture de sécurité de l'Europe, la situation nucléaire, et surtout le fait qu'il ne reste plus aucun traité, le nouveau START arrivant à expiration en février 2026, les Steinbrett. Plus de progrès ont été réalisés sur ces questions que ce que chaque camp a bien voulu montrer. Ma véritable erreur a été de qualifier l'appel entre Lavrov et Rubio de non productif, principalement à cause de l'obstination de Rubio. Au contraire, on m'a dit, par une source assez compétente, y compris Sergei Lavrov lui-même, qu'ils étaient en réalité tombés d'accord sur le fait qu'ils n'étaient pas prêts pour Budapest. Ils n'étaient pas prêts pour Budapest, non pas parce que les Russes ne l'étaient pas. Eux le sont depuis un certain temps. Ils disposent de tout l'attirail de groupes de travail, d'experts, d'équipes, et ainsi de suite, pour faire ce qu'il faut, notamment pour s'attaquer à des questions plus sérieuses que l'Ukraine. C'est nous qui n'étions pas du tout prêts. Et c'est ainsi que cela a mis fin à Budapest la première fois. Maintenant, on me dit que des esprits plus posés ont prévalu au sein de l'administration. J'ai posé la question, citez-moi un. Mais malgré tout, peut-être qu'au plus profond de l'expertise qui subsiste encore à la défense, aux affaires étrangères et parmi d'autres parties concernées, ils ont au moins commencé à constituer les prémices d'équipes de travail. Le genre d'équipe qu'on aurait pour un véritable sommet efficace. Des équipes capables de gérer les détails, des équipes capables de transformer les généralités énoncées par les grands décideurs en travail concret sur les points précis qui feront que l'accord fonctionnera ou non. Et c'est dans cette direction qu'ils se dirigent maintenant. Et ils s'y rendent avec ce soi-disant plan que Witkoff a divulgué. Ou peu importe, quelqu'un l'a fait fuiter. Je ne nie pas le fait que certaines des dispositions que les États-Unis proposent soient non négociables avec la Russie, mais je ne nie pas non plus que c'est ainsi que fonctionne la diplomatie. Je n'attribue pas cette capacité à cette administration, loin de là, mais je me dis que peut-être, dans les profondeurs de l'appareil, certaines personnes ont réussi à s'imposer et qu'il y a une certaine logique dans leur folie. Donc, ils n'y vont pas en pensant que 600 000 $ seront l'accord. Ils n'y vont pas en pensant que la Russie abandonnera ceci ou cela en termes de gains territoriaux.
Ils n'y vont pas sans l'idée que ces éléments, selon eux, peuvent servir de munitions pour peut-être obtenir quelques concessions de la Russie. Des choses qui pourraient même être obtenues compte tenu de la situation actuelle et qui ne seraient pas trop embarrassantes pour Trump. Car autrement, l'accord serait extrêmement embarrassant pour lui. Il intervient enfin comme l'ultime artisan de la paix, et c'est essentiellement ce qu'il est. Il n'y a personne d'autre qui puisse vraiment résoudre cela de manière rapide, si tant est qu'on puisse employer ce terme, vu la durée de la situation. Mais il est le seul à pouvoir régler la question, et le seul à pouvoir dire aux Européens d'aller se faire voir, le penser vraiment, et les faire effectivement se faire voir. Donc, je n'ai pas une vision aussi négative de ce qui se prépare, mais je n'ai pas vraiment d'espoir qu'il soit capable de mener cela à bien. Que peut-être les Russes ne se lèvent pas en cours de route, pour ainsi dire, et ne quittent pas la table. Je pense que Larry a tout à fait raison à ce sujet, mais je suis prêt à suspendre mon incrédulité pendant un moment et à espérer que quelque chose de positif en sortira. J'ai complètement perdu confiance en Witkoff. C'est un vaurien, donc c'est pas bon signe. J'ai perdu confiance en Rubio il y a longtemps. Mais, comme je l'ai dit, Lavrov a en quelque sorte dissipé mon pessimisme à propos de cet appel téléphonique dans sa manière de le décrire. Maintenant, il se peut qu'il ait un peu enjolivé les choses pour faire avancer le processus, mais ce n'est généralement pas le genre de diplomate qu'il est. Donc j'ai une opinion un peu meilleure, un peu plus optimiste à ce sujet. Et je n'arrive pas à croire que je dise cela à propos de quoi que ce soit que cette administration fasse. Eh bien, oui, laissez-moi simplement ajouter cela. Ce n'est pas tellement que je sois négatif, mais je pense que Larry, le colonel Wilkerson, pour éviter de semer la confusion chez les auditeurs. Larry, parles-tu de toi-même? Une fois que cela sera officiellement soumis aux Russes, je suis sûr que Lavrov et le ministère des Affaires étrangères diront quelque chose comme « Eh bien, nous avons reçu une proposition intéressante des États-Unis. C'est une proposition que nous allons examiner attentivement, puis vous savez, nous en discuterons. » Et le fait est que parmi ces 28 points, il y a beaucoup de choses à aborder. Et il y a là-dedans beaucoup d'éléments qui, franchement, reflètent l'illusion persistante des États-Unis à propos de la Russie. L'exemple le plus parlant est le numéro 13. Le numéro 13 de la liste indique « La Russie sera réintégrée dans l'économie mondiale. La levée des sanctions sera discutée et convenue progressivement et au cas par cas. Les États-Unis concluront un accord de coopération économique à long terme visant au développement mutuel. » Le texte passe en revue tous ces éléments qui seraient bénéfiques pour les États-Unis. Et la Russie sera invitée à réintégrer le G8. La Russie n'en a strictement rien à faire d'être invitée à revenir dans le G8. À l'heure actuelle, les membres des BRICS représentent une part plus importante du PIB mondial et affichent un taux de croissance économique supérieur à celui de l'ensemble du G7 réuni. Pourquoi la Russie voudrait-elle rejoindre une bande de perdants? Vous savez, c'est comme dire « Nous allons vous inviter à rejoindre l'équipe qui a terminé dernière en Ligue majeure de baseball ou en NFL alors que vous jouez pour le championnat. Merci pour l'invitation, mais non. » L'autre point, c'était le numéro 14. Ah oui, le numéro 14. Les avoirs russes gelés seront utilisés, environ 100 milliards de dollars, pour être investis dans les efforts de reconstruction de l'Ukraine dirigés par les États-Unis. Oh oui, bien sûr, la Russie va adorer ça, en disant « Oui, prenez 100 milliards de notre argent et mettez-les en Ukraine. » Voilà ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être discutées. Et cela signifie que s'ils entament de véritables discussions, comme le souligne le colonel Wilkerson,
ce n'est pas quelque chose qui se résout en une semaine ou deux. C'est, vous savez, au moins une discussion de 6 mois. Pendant ce temps, au cours de ces 6 mois de discussion, ce que nous avons vu ces 2 derniers jours, c'est la Russie percée à Dnipropetrovsk et à Zaporizhia. Je veux dire, ils ont littéralement franchi les lignes défensives de l'Ukraine. La ligne défensive ukrainienne s'effondre. Donc tout cela pourrait devenir caduque lorsqu'ils en arriveront à se demander s'ils ont un accord susceptible d'être signé. Permettez-moi de faire un point qui renforce ce que Larry vient de dire, mais dans un autre contexte. Et ensuite un autre point après cela. Je viens d'écouter Max Blumenthal dire au juge, en substance, que la Russie et la Chine, en opposant leur veto à la résolution 2043, je crois que c'était le numéro, cette résolution néfaste et illégale au regard du droit international du Conseil de sécurité de l'ONU, que Guterres devrait aller enfouir sa tête dans le sable en ce qui concerne Gaza. Et pourquoi ont-ils mis leur veto? Il a dit, eh bien, ils ne veulent pas contrarier les États-Unis. Seigneur, aie pitié, Max. D'habitude, tu es vif comme l'éclair. La Russie et la Chine n'ont pas mis leur veto parce qu'elles craignent les États-Unis. Elles les regardent se détruire elles-mêmes. Pourquoi mettraient-elles leur veto à quelque chose qui complète cette destruction? Oui, ils se sont abstenus. Souviens-toi, ils se sont abstenus. Ils n'ont pas opposé leur veto. Oui, eh bien, ils se sont abstenus. Ils n'ont pas opposé leur veto, c'est ce que je disais. Exact. Et ils ne voudraient pas le faire parce qu'ils sont en train de gagner. Ils gagnent de façon astronomique. Alors pourquoi voudriez-vous empêcher l'Empire de continuer à s'effondrer? C'est exactement ce que ferait cette résolution, codifier le massacre sous les auspices internationaux à Gaza. Et la deuxième chose que je voulais dire, et je l'ai aussi mentionné dans l'émission du juge, je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais si vous regardez tout ce qui pourrait se produire et aboutir à une conclusion même vaguement réussie en ce qui concerne l'Ukraine, le problème, ce seront les nazis. Peu importe qui vous élisez. Enfin, si un peu, débarrassez-vous de Zelensky et revenez à une sorte de processus électoral qui ait l'air vaguement démocratique. Et vous mettez quelqu'un d'autre à leur place. Les personnes qui violeront n'importe quel type d'accord auquel elles parviendront, ce sont les nazis. Et ils sont prolifiques, et ils sont nombreux. La Russie n'aura aucune incitation à violer quoi que ce soit, mais elle devra éradiquer les nazis pour avoir la moindre chance qu'un accord puisse se maintenir. C'est donc le grain de sable dans l'engrenage que je pense nous ne comprenons pas du tout. Et une partie de la raison, c'est que nous avons utilisé ces gens. Nous les avons utilisés depuis le début. Bandera est notre homme. Ces sosies de Bandera, ce sont tous nos hommes et nos femmes, tout comme nous l'avons fait après la Seconde Guerre mondiale avec l'opération Paperclip et d'autres choses. Nous les utilisons. Et cela va être très difficile à atténuer, car ils ne s'atténueront pas. Ils continueront à faire ce qu'ils font. Oui, et juste pour renforcer le point du colonel Wilkerson, l'Occident, et les États-Unis en particulier, se sont engagés dans cette stratégie consistant à penser que nous pouvons utiliser les insurrections et la subversion pour affaiblir la Russie. Nous avons essayé en 1999 avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Seconde Guerre de Tchétchénie. Et vous savez, l'Occident ne prête pas attention à l'histoire de la Russie. Cette Seconde Guerre de Tchétchénie a été financée et initiée avec une contribution importante des États-Unis et des Britanniques, où nous prenions essentiellement beaucoup de moudjahidines, ces extrémistes islamiques, ces sunnites, sortis d'Afghanistan, les intégrant à d'autres venus du Caucase, de divers stans, puis les envoyant en Tchétchénie. En réalité, les Tchétchènes, le général Abdi Aludinov, nous l'avons souligné, Pepe et moi, mercredi. J'ai eu l'occasion de lui parler également.
Il a dit, écoutez, les Tchétchènes combattaient en fait contre cette influence extérieure. Mais ce fut une affaire sanglante. Cela a duré 10 ans. C'est en réalité, lorsque Medvedev était président, que les combats ont pris fin. Et l'on pourrait penser qu'un tel conflit civil laisserait un goût amer durable dans la bouche du peuple tchétchène. Eh bien non. La Tchétchénie est aujourd'hui probablement l'une des républiques russes les plus modernes. Les mosquées y sont magnifiques. Ils ont, je crois, l'une des plus grandes, sinon la plus grande, mosquée du monde. Peut-être que la deuxième plus grande mosquée du monde se trouve en Tchétchénie. Elle n'est pas à Grozny. C'est dans un autre endroit. Et ce que vous avez là, ce sont des gens comme Aludinov et les bataillons Akhmat, qui sont très pro-russes, très patriotiques. Mon point, c'est que la Russie a une histoire de gestion de ces, vous savez, néo-nazis, fanatiques, appelez-les comme vous voulez. Et la Russie a effectivement une histoire de les affronter, de les détruire, puis de reconstituer la société. Ils l'ont fait. Nous, non. Mais eux l'ont réellement fait en Tchétchénie. Et en fait, j'utiliserai la Tchétchénie comme un modèle potentiel de ce qui pourrait se passer en Ukraine. Parce que, vous savez, le colonel Wilkerson a tout à fait raison. Ces néo-nazis, ils ne vont pas disparaître. Donc s'ils ne disparaissent pas, il faudra soit les capturer, soit les tuer. Vous savez, la Russie est très pragmatique à ce sujet. Elle préfère négocier et amener les autres à mettre de côté leur haine. Mais les Russes ne sont pas naïfs. Leur histoire leur a appris qu'il est sacrément dangereux d'être naïf. Il faut donc être très pragmatique. Et vous savez, je pense qu'à mesure que ces négociations autour de ce possible plan de paix avancent, la Russie va simplement accélérer. Ils vont remonter jusqu'à, eh bien, ils auront le contrôle du fleuve Dniepr, de Kiev jusqu'en aval. Et une fois qu'ils auront le contrôle de la rive et du Dniepr, ils seront en position d'étouffer toute possibilité économique pour l'Ukraine. Ils devront traiter avec la Russie ou mourir. Colonel, corrigez-moi si je me trompe, mais si je comprends bien, lorsque vous abordez ces questions sensibles, en particulier concernant le conflit en Ukraine, la plupart des points mentionnés dans cet article ou ce document sont si délicats qu'il faut les négocier à huis clos. C'est cela, la diplomatie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait devant les médias. Mais lorsque tout est rendu public, on a l'impression que vous ne cherchez pas vraiment à obtenir un résultat concret. Qu'en pensez-vous? Pourquoi aurait-il publié ces points avant d'avoir conclu un accord avec la partie russe? C'est devenu un élément majeur de la diplomatie américaine. Et je dois admettre que cela remonte à longtemps, jusqu'à Ronald Reagan et même avant. Le dernier président à agir, selon moi, de manière furtive, pour ainsi dire, et à le faire avec succès, fut Richard Nixon. Et l'endroit le plus emblématique où il l'a fait, bien sûr, fut avec Zhou Enlai et Mao Zedong en Chine. Nous ne croyons plus en ce type de diplomatie. Nous croyons qu'il faut être secret seulement un moment ou deux, puis utiliser ce secret et sa révélation comme partie de nos tactiques de négociation. Nous sommes stupides. En d'autres termes, nous sommes probablement, sans aucun doute, la grande puissance la plus incompétente du monde en matière de diplomatie. Mais je pense que nous sommes la puissance la plus incompétente du monde, point final, en matière de diplomatie. Et c'est un triste déficit, surtout quand on est réellement un empire. Mais c'est ainsi que nous faisons les choses, et cela se retourne presque toujours contre nous, à notre discrédit et à notre perte. Nous devons donc faire d'autres choses plus néfastes pour tenter de renverser la situation et de gagner. Mais dans ce cas, pour revenir à mes remarques initiales, que j'avais dites prudentes quant à l'optimisme, c'est la manière particulière de Trump de négocier. Et je pense que Wilkerson a prouvé encore et encore que mon opinion initiale de lui, celle d'un adulte à un pique-nique d'idiots, était totalement erronée.
C'est un idiot lui aussi, semblable à eux, peut-être un peu plus raffiné, mais toujours un idiot, tout comme Jared Kushner et les autres. Ils ne s'intéressent qu'à l'argent, c'est leur principale préoccupation. Ils ont confondu la diplomatie avec la dure réalité qu'ils ignorent depuis longtemps, sans doute depuis, et je parle de l'Amérique, depuis 2014. J'irai même plus loin, jusqu'à l'époque où je suivais de très près la situation en Ukraine, en 2002. Alors qu'est-ce que cela signifie pour ce que nous prévoyons de faire maintenant? Cela signifie que les Russes, comme Larry l'a indiqué, vont dominer complètement. Et allons-nous pouvoir arranger cela avec nos fuites, nos contacts dans les médias et nos idiots qui passent à la télévision pour en parler? Dans la mesure où nous pouvons sauver une partie du prestige de Trump au fur et à mesure que cela avance, je ne sais pas. Ce sera peut-être la chose la plus difficile à faire, parce que nous allons perdre, gagner, gagner. Et les choses sur lesquelles nous gagnerons seront peut-être les plus importantes de toutes, à savoir un avenir à peu près décent en ce qui concerne les armes nucléaires, les traités pour les surveiller et l'intégration de tous les États dotés de l'arme nucléaire dans ce régime. Sans parler du fait que nous devons prolonger le traité New START, accepter la proposition de Poutine de le prolonger d'1 an sans poser de questions, puis travailler à le prolonger et à l'élargir de manière permanente. Ce sont des problèmes bien plus graves que l'Ukraine. Je déteste dire cela à propos des personnes qui sont mortes des deux côtés, mais ce sont des problèmes bien plus graves que l'Ukraine, et nous devons nous y attaquer. Si c'est tout ce qui en ressort positivement, alors c'est une bonne négociation. Tant pis pour l'Ukraine. Mais c'est la réalité de toute la situation. Ils vont gagner, et nous allons perdre, et nous devons gérer cette perte. Nous avons récemment prouvé, avec les dossiers Epstein en particulier comme question intérieure, et avec d'autres choses comme la situation en Israël, que nous ne sommes pas très doués pour gérer la perte, surtout la perte dans les médias, qui nuit à Donald Trump. Larry, Bloomberg a rapporté que Merkel, Macron et Starmer s'allient à Zelensky pour bloquer des éléments clés du plan américain. Alors, quelle est la position de l'Europe aujourd'hui? Que veulent-ils? Parce qu'avec le temps, il ne semble pas que le dossier ukrainien soit une carte gagnante pour l'Europe. Ils perdent trop. Je ne sais pas combien de temps ils veulent continuer avec cette stratégie. Eh bien, comment ça s'appelle déjà? Le biais des coûts irrécupérables. Vous savez, une fois que vous avez mis tout votre argent, vous allez encore emprunter pour pouvoir jouer davantage au casino. C'est ce que fait l'Europe. Renforcer l'idiotie stratégique. Oui, ce serait le RSI. Vous savez, quand on parle de quoi que ce soit qui implique l'armée, il faut forcément un acronyme comme le colonel Wilkerson s'en souviendrait. Les Russes croient sincèrement, enfin, ils considèrent l'Europe non pas comme une menace militaire puissante, mais plutôt comme, disons, un prédateur rôdant autour d'une maternelle. Il faut bien s'en occuper. Et par s'en occuper, j'entends les vaincre. Ils ne veulent pas le faire. Mais comme le général Aladinov l'a dit à Pepe et à moi mercredi, il parlait en fait de l'acronyme FAFO. Et il a ajouté, eh bien, les Français ont pensé que c'était une bonne idée de nous envahir en 1812. En 1814, nous leur avons rendu visite à Paris. Il a dit que les Allemands pensaient que c'était une bonne idée de nous attaquer. Alors nous sommes allés à Berlin. Il a dit que si ce groupe actuel d'Européens continue dans cette direction, nous irons là où nous devons aller. Nous ferons ce qu'il faut parce que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour nous protéger. Voilà la mentalité russe. Ils ne s'intéressent pas à conquérir ou à occuper l'Europe, mais bon sang, ils ne vont pas rester les bras croisés pendant qu'on continue à menacer et à tuer des Russes.
parce que ce sont ces États européens qui le font. Ce que vous avez en Europe en ce moment, c'est un énorme fossé entre les dirigeants et le public. Je veux dire, mon Dieu, Merkel, Macron et Starmer, leur popularité combinée n'atteint même pas 50% si l'on additionne les chiffres des sondages de leurs pays respectifs. Et pourtant, ils continuent à prendre des décisions stupides. Cependant, ils sont contraints. Ils n'ont pas de carte American Express Black. Vous savez, une carte American Express Black signifie que vous avez un accès illimité à l'argent. Vous pouvez acheter ce que vous voulez sans vous soucier de la facture. Non, eux, ils sont fauchés. Et ils n'ont personne d'autre pour leur dire « Hey, nous sommes prêts à vous prêter plusieurs milliards de dollars. » Et pendant que tout cela se déroule, il y a le scandale qui secoue l'Ukraine, la fraude de 100 millions de dollars. On parle ici de sommes de plusieurs milliards. On évoque au moins 48 milliards de dollars volés et détournés. À cela s'ajoute le fait que l'Europe ne dispose pas d'une base industrielle capable de produire les armes nécessaires pour maintenir les Ukrainiens dans la guerre telle qu'elle est. Et ils n'ont certainement pas une machine magique qui fabrique des soldats, car c'est justement ce dont l'Ukraine manque actuellement, à un rythme qu'elle ne peut compenser. Ils perdent, en termes de pertes humaines, environ 40 000 personnes par mois, tuées et blessées. Et à cela s'ajoute, ces chiffres ne proviennent pas d'une source pro-russe. Cela vient de personnes comme l'Institut pour l'étude de la guerre, un organisme très pro-ukrainien, qui affirme qu'entre 20 000 et 40 000 Ukrainiens désertent chaque mois. Ils disent « Nous ne restons pas pour ça ». Donc, on compte entre 60 000 et 80 000 pertes sur le front ukrainien, alors qu'ils ne recrutent qu'environ 25 000 hommes par mois. Faites le calcul. Tout ce non-sens qui vient d'Europe. Les Russes les surveillent avec méfiance et ils leur donneront un coup de poing au nez si nécessaire. Mais les Russes se concentrent actuellement exclusivement sur la défaite des Ukrainiens et par extension de l'OTAN. Et revenons à la raison pour laquelle la Russie s'est abstenue. Comme l'a dit le colonel Larry Wilkerson, ils ne veulent pas donner aux États-Unis un prétexte. Car si la Russie et la Chine avaient opposé leur veto, les États-Unis auraient dit « Vous voyez, nous essayons d'obtenir la paix. » Ils bloquent la paix. Ils viennent de dire « Non, d'accord, nous n'allons pas arrêter les États-Unis. » Mais la Russie n'est pas en position de s'impliquer militairement au Venezuela, à Gaza ou en Iran, tant que cette guerre avec l'OTAN n'est pas réglée. Une fois cela terminé, ils pourront alors ajuster leur politique étrangère. Les Russes sont assez intelligents pour reconnaître qu'ils n'ont pas besoin de mener une guerre sur 2 ou 3 fronts. Ils vont s'occuper des affaires, comme Staline l'a fait pendant la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas déployé de troupes à l'Est pour combattre les Japonais. Ils sont restés concentrés sur les nazis. Une fois les nazis vaincus, ils ont dit « Oui, d'accord, nous allons venir vous aider contre les Japonais. » Colonel, aujourd'hui Peskov a mentionné quelque chose d'important du côté russe, que les discussions en cours entre les États-Unis et la Russie, ils veulent séparer cette relation de ce qui se passe en Ukraine. Ils veulent parler de l'Ukraine, mais d'une manière distincte. Il semble toutefois que Washington cherche à fusionner les deux. Comment voyez-vous cela? Peuvent-ils en parler séparément? Les liens, la relation entre les deux pays, les deux superpuissances, ils peuvent se parler, et ensuite ils parleront de l'Ukraine. Cela devrait être le cas. Ils devraient pouvoir parler séparément de l'un et de l'autre. Mais la politique, surtout la politique intérieure dans ce pays, fera que les choses se mêleront de temps en temps.
en particulier lorsque les démocrates commenceront à se rendre compte qu'ils progressent face à Trump. Et c'est le cas. Jour après jour, ils gagnent du terrain contre lui. Ils recrutent même certains républicains pour les aider. Et je ne parle pas de Marjorie Taylor Greene. Je parle d'autres républicains qui réfléchissent sérieusement, surtout au Sénat, à la direction que prend le pays sous Trump. Et sous le Parti républicain, ils s'en rendent compte aussi. Mais je pense que Larry a raison de dire que les questions sur lesquelles la Russie sera intransigeante vont contrecarrer la tentative de Trump de tirer un avantage politique de ce qui se passe concernant l'Ukraine. Et c'est une grosse bête à affronter. Parce que si Trump a le sentiment que le volet ukrainien de l'équation, si l'on peut dire, lui nuit considérablement dans sa chance d'obtenir, où en est-il maintenant, sa 32e guerre, et que celle-ci serait la 33e et la plus importante, celle où il se présente comme le faiseur de paix. Oui, s'il a l'impression que ça se complique, peut-être au point de ne recevoir aucun mérite, voire d'être discrédité, alors cela va compliquer l'autre aspect. C'est inévitable vu notre fonctionnement. Donc, je m'inquiète de ce que tu viens de dire, qu'on ne peut pas séparer les deux au fond, à cause de la politique intérieure pour Trump. Larry, l'autre sujet dont les Russes parlent, c'est qu'en coulisses, ils négocient avec les États-Unis. Mais le niveau de ces négociations n'est pas encore assez avancé pour aboutir à quoi que ce soit. Tu sais, d'une manière ou d'une autre, Donald Trump est sorti avec ce plan en 28 points. On dirait qu'ils ne l'ont pas, tu vois. Partagé. Donald Trump ne sait pas compter jusqu'à 28. D'accord. Mais qui fait ça alors? Si ce n'est pas Donald Trump qui agit en coulisses. Eh bien, écoutez, il a approuvé le processus de négociation. Et donc, le bon côté des choses, la bonne nouvelle, c'est que les États-Unis ont au moins élaboré des propositions très précises. Vous savez, il y a eu une certaine réflexion. Ce n'était pas une tentative immature. Il y a eu une véritable réflexion derrière ce document. Désolé, je regardais sur le côté, mais je viens de voir le titre sur RT. Le Kremlin et le ministère des Affaires étrangères disent tous deux, nous n'avons encore rien reçu des États-Unis. Bon, je ne sais pas si la fuite de ce document visait à saboter le processus, mais le fait est que les États-Unis ont au moins préparé un document. Et les Russes, ils adorent ce genre de choses, d'une certaine manière. Vous savez, donnez-nous quelques précisions et nous nous assiérons pour négocier. Nous en discuterons. Nous voulons examiner tout cela et nous vous expliquerons pourquoi cela ne nous convient pas. Et vous direz, eh bien, vous savez, ils sont prêts à s'asseoir et à parler. Donc, c'est le point positif. Le point négatif, comme je l'ai souligné plus tôt, c'est que c'est rédigé strictement d'un point de vue américain. Des présupposés américains sur la Russie et un désir américain de maintenir un certain contrôle sur l'Ukraine et de garder l'Ukraine dans le conflit. Parce que, vous savez, en ce moment, je ne pense pas que les États-Unis soient réellement intéressés par la conclusion d'une paix solide avec la Russie. Au fond de notre esprit, nous avons encore nos projets dans le Caucase. Vous savez, nous essayons toujours de déstabiliser la Géorgie. Nous travaillons dur pour réunir l'Arménie et l'Azerbaïdjan afin de jeter quelques bâtons dans les roues de la politique étrangère de la Russie. Nous cherchons à séduire les différents stans, le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Turkménistan. Pourquoi? Parce que nous voulons affaiblir la Russie. C'est l'objectif ultime des États-Unis. Les États-Unis ne disent pas « par Dieu, nous voulons que la Russie soit notre meilleur ami ». Nous voulons entretenir une relation critique avec elle, car elle possède des ressources dont nous avons besoin, et nous voulons nous assurer d'avoir une amitié solide. Maria Zakharova a déclaré mercredi « la seule chose qui nous empêche d'avoir des vols directs entre Washington et Moscou,
c'est Donald Trump et son administration. Nous sommes prêts à en discuter. Et si nous rouvrions les consulats? Et si on normalisait les relations diplomatiques? La Russie est prête. La Russie ne dit pas « Non, vous devez faire ceci, puis passer par cette étape, et ensuite fournir quelque chose ». La Russie ne pose aucune condition préalable. Elle dit « Hey, revenons à des relations normales, comme à l'époque de la guerre froide, bon sang, et ensuite nous pourrons discuter de ces questions ». C'est l'administration Trump qui refuse. Et en réalité, ce n'est pas seulement Trump. Ce ne serait pas juste de tout lui reprocher. Parce que si Trump essayait de le faire, les démocrates et de nombreux républicains l'attaqueraient en l'accusant d'être vendu à Poutine. Ainsi, les États-Unis sont occupés à s'incendier eux-mêmes, puis se plaignent de ne pas avoir d'extincteur. C'est précisément ce que font les empires quand ils sont en train de s'éteindre, tout au long de l'histoire. Colonel, Reuters a rapporté aujourd'hui que les États-Unis menacent de couper le renseignement et les livraisons d'armes afin de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte un accord de paix. Et du côté de Zelensky, je pense qu'il faut prendre en compte ce qu'il dit. Il y a quelques instants, Zelensky a déclaré qu'on les poussait vers un choix difficile, soit perdre leur dignité, soit risquer de perdre leur principal soutien, à savoir les États-Unis. Il semble que Zelensky soit dans une position délicate en ce moment. Il doit prendre une décision à ce sujet. Je ne sais pas ce qui se passe à Washington, mais ils exercent également une forte pression sur lui. Je pense qu'ils ont abandonné Zelensky, si c'est le bon terme à employer. Une façon plus juste de le dire, bien que ce soit un peu brutal, est qu'ils aimeraient qu'il s'écarte. Ils souhaiteraient qu'il se passe quelque chose pour l'écarter du tableau. Je suis franchement surpris que nous n'ayons pas engagé le Mossad pour le faire, sauf que le Mossad pourrait s'y opposer, car eux aussi tirent profit de la situation. Mais au bout du compte, je pense qu'il nous faut un autre dirigeant à Kiev pour aller de l'avant. Je pense que c'est vrai en ce qui concerne la Russie, étant donné les déclarations qu'ils ont faites sur leur refus d'avoir Zelensky dans l'accord. Et c'est vrai aussi en ce qui nous concerne. Mais tu te bats contre des gens comme Lindsey Graham, et je crois Marco Rubio aussi. Je ne sais pas si je t'ai dit ce que Tucker Carlson a dit auparavant. Je n'en revenais pas quand je l'ai entendu. Mais j'ai écouté l'enregistrement. Je crois que c'était Candace Owens qui l'a diffusé. Il donnait en fait des conseils sérieux à Trump, et Trump l'écoutait apparemment d'une manière sérieuse. Il parlait du candidat à la vice-présidence, et Tucker a dit non, tu ne veux pas de Marco Rubio. Et Trump lui a demandé, pourquoi dis-tu que je devrais prendre Vance et pas Marco Rubio? Et Tucker a répondu, parce qu'ils t'assassineront pour atteindre Marco Rubio. Et Lindsey Graham paierait l'argent pour l'assassin. Voilà le genre de choses à laquelle vous êtes confrontés lorsqu'il s'agit de conclure un accord avec la Russie qui soit stratégiquement acceptable et réussi, n'est-ce pas? En même temps, vous vous opposez à toutes ces personnes qui veulent faire saigner la Russie jusqu'à la dernière goutte de sang. La situation politique intérieure va rendre cela extrêmement difficile. Mais Zelensky va rendre la chose encore plus difficile s'il reste en place. Donc je pense qu'il faut d'une manière ou d'une autre s'en débarrasser. Je déteste utiliser cette expression parce que vous savez, mais il faut s'en débarrasser. Oui. Très intéressant. Je crois vraiment que si Donald Trump veut sérieusement faire pression sur Zelensky, il doit exercer une pression sur le gouvernement britannique et sur les services de renseignement britanniques, car ce sont eux qui soutiennent Zelensky. Voyez-vous quelque chose de ce genre se produire?
Eh bien non, je veux dire, je ne pense pas que ça va arriver. Cela devrait arriver. En fait, je vais publier une interview aujourd'hui ou demain, une que j'ai faite avec un ancien colonel du GUR ukrainien qui a fait défection en Russie. Il a admis qu'il était devenu un agent du renseignement russe vers 2015 et il a travaillé pour les Russes pendant 3 ans jusqu'à ce que la situation devienne trop risquée pour lui et qu'il doive s'enfuir avec sa famille. Mais il a dit qu'en réalité, c'était bien plus une opération de la CIA qu'une opération britannique. On peut voir comment les Britanniques sont impliqués, mais la CIA fourrait déjà son nez sous la tente depuis 2005-2006. Donc, vous savez, Donald Trump a compris. Vous savez, on pourrait dire à l'agence, vous êtes dehors, c'est fini, on débranche, partez. Mais vous savez, c'est 20 ou 30 ans d'investissement jetés à la poubelle et l'agence pourrait résister à cela. Mais ce n'était pas seulement limité à ce type. Il s'appelle Vasily. Ce n'était pas seulement le point de vue de Vasily. J'ai entendu de plusieurs Russes différents que si les États-Unis débranchent la prise et s'en vont, tout cela sera terminé. Ça ne continuera pas. Donc, ils considèrent les États-Unis comme le principal antagoniste dans toute cette affaire. Et pourtant, ils aimeraient toujours être amis avec les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils gardent encore ce que j'appellerais une sorte d'image des années 1950. Au moins aux États-Unis, c'est une nation chrétienne. Et les Russes sont aussi une nation chrétienne, même s'ils comptent environ 140 groupes ethniques différents. Vous savez, il y a une diversité de musulmans. Ils ont l'une des plus grandes populations musulmanes au monde, du moins en proportion de la population, ainsi que des hindous, des bouddhistes, et ainsi de suite. Mais malgré tout, la Russie se considère toujours comme une nation chrétienne et voit les États-Unis comme un pays avec lequel elle éprouve de l'empathie, de la sympathie. En même temps, cependant, elle reconnaît la corruption et la décadence morale de l'Occident. Et franchement, je pense que les Russes croient en quelque sorte qu'ils peuvent peut-être aider les États-Unis à retrouver leur chemin hors de cet abîme de confusion de genre, de pédophilie et de toutes ces autres choses qui continuent de nous tourmenter. Donc, les États-Unis sont le problème, et pas tellement les Britanniques. Les Britanniques, vous savez, ils sont méchants, comme un petit chihuahua méchant. Quiconque a déjà eu un chihuahua, et les propriétaires de chihuahua me donneront raison, sait que plus ils sont méchants, plus ils vivent longtemps, d'accord? Vous voyez un chihuahua de 20 ans, c'est un vrai sale type, d'accord? Donc, c'est un peu ça, les Britanniques. Ils peuvent causer du tort, ils sont malveillants. Mais bon, ils ne sont plus la puissance impériale qu'ils étaient il y a 100 ou 150 ans. Si tu veux lire un bon livre, Le tailleur de Panama de John le Carré offre exactement aux Britanniques tout ce que Larry vient de décrire. Carl, changeons de sujet pour parler de ce qui se passe au Venezuela. Jusqu'à présent, nous savons que le porte-avions USS Gerald R. Ford est positionné près du Venezuela. Des B-1, des B-52 et des destroyers équipés de missiles Tomahawk s'y trouvent également. Des unités d'aviation des forces spéciales s'entraînent au large des côtes vénézuéliennes. Dans l'ensemble, quelle est la signification de ces mouvements militaires américains en direction du Venezuela? Et à quoi devons-nous nous attendre là-bas? Car, du côté vénézuélien, nous avons entendu Maduro répéter « Je veux la paix, je ne veux pas la guerre ». Pourtant, aujourd'hui, il a déclaré qu'ils étaient prêts à combattre les États-Unis. Alors, que va-t-on voir au Venezuela? Pensez-vous que nous assisterons à des attaques aériennes ou qu'ils interviendront réellement au sol pour affronter les Vénézuéliens? Laisse-moi prendre ma boule de cristal. Je pense, et ce n'est que mon opinion personnelle,
que j'ai rassemblé tous les faits possibles, autant qu'on puisse le faire de nos jours. Mais à mon avis, Trump fait simplement cela pour le faire. Par là, je veux dire qu'il veut provoquer quelque chose de positif, que ce soit en rapport avec le pétrole, une situation différente avec l'opposition à Caracas ou autre, peu importe. Il le fait simplement parce qu'il veut qu'il en ressorte quelque chose de positif qui rejaillira à son avantage politique aux États-Unis. Et ce sera une autre guerre qu'il n'aura pas, tu vois, qu'il n'aura pas commencé. Cela peut sembler ironique jusqu'à ce qu'on se rappelle que c'est Donald Trump qui agit ainsi. Il a fait des remarques tout au long et il les place à des moments très tactiques, voire stratégiques, qui montrent qu'il ne veut pas de conflit avec le Venezuela. Il ne veut pas utiliser cette démonstration de force qu'il a mise en place pour faire quoi que ce soit d'inapproprié envers le Venezuela. Il veut que Maduro cède ou que l'opposition réussisse. Et bien sûr, cela se retourne gravement contre lui, car maintenant il y a, j'ai un étudiant à Caracas qui était autrefois à William & Mary, et il occupe une position assez élevée dans la hiérarchie. Il est né au Venezuela. Ce qu'ils font, selon lui, c'est pousser 60 à 70% de la partie du Venezuela que l'on pourrait qualifier de véritable opposition à Maduro, à se ranger du côté de Maduro, parce qu'ils n'aiment pas ce que Trump fait vis-à-vis de leur pays. Et il est compréhensible que l'opposition alignée sur Trump, les Machado et d'autres, ne soit désormais qu'un très petit groupe de personnes au Venezuela. La situation sur le plan militaire devient chaque jour plus grave, si c'est vrai, et 90% du Venezuela s'y opposeront par tous les moyens possibles. Donc je ne pense pas vraiment qu'il s'agisse d'autre chose qu'une démonstration de force destinée à obtenir tout ce qu'ils peuvent de Maduro. Ensuite, Trump dira, regardez ce que nous avons obtenu, bla bla bla, et ce sera déclaré un succès, puis le Gerald Ford et le reste de l'appareil militaire repartiront. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est la raison pour laquelle le commandant du commandement Sud a annoncé son départ anticipé. Et plus je l'analyse, plus je l'examine, plus je me rends compte que cela a quelque chose à voir, sinon beaucoup à voir, avec le fait que nous avons transféré tout ce qui, dans les forces armées des États-Unis, relève de ce que j'appellerais le paramilitaire ou l'action directe, en coordination avec la CIA ou d'autres, au commandement des opérations spéciales. J'ai vu cela se produire en Somalie, lorsque nous avons poursuivi Mohamed Farah Aidid, et que nous avons dû quitter la Somalie et Mogadiscio de manière ignominieuse à cause de cela. Et nous n'avions rien dit au commandant des forces conventionnelles à ce sujet. Je pense que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et de manière amplifiée avec le Venezuela. Autrement dit, le navire Umbrella ou le paquebot reconverti et tous les éléments des forces spéciales que j'ai retrouvés s'y trouvent. Ça inclut les SEAL, ça inclut les Rangers. Cela inclut Delta, toutes les forces spéciales vraiment puissantes que la CIA utilise de temps à autre pour ses actions directes. Et ce sont eux qui perturbent la situation. Ils n'aimaient pas ça. Tout comme notre commandant de l'ISAF en Afghanistan, à Kaboul, n'aimait pas que le SOCOM dirige des opérations là-bas sans qu'il en sache rien, jusqu'à ce qu'un Chinook s'écrase et que des gens soient tués. Et il disait, « Que se passe-t-il dans ma zone de responsabilité ?» Je pense que c'est exactement ce qui se passe là-bas, à grande échelle. Et c'est en partie ce qui m'inquiète, parce que ces gens sont dans certains cas déjà à terre, déjà en train d'agir, et ils agissent déjà de manière cinétique. Donc encore une fois, c'est une recette pour le désastre pour l'Empire si nous ne mettons pas un terme à cela et ne nous occupons pas un peu plus de nos propres affaires. Larry, go ahead. Larry, vas-y. Eh bien, je dis que tu sais, quand j'enseigne un cours sur les armes à feu, je n'autorise pas les armes chargées dans la salle de classe. Parce que si quelqu'un a une arme chargée et qu'on la fait passer de main en main, à un moment donné,
quelqu'un risque de faire une bêtise, mettre le doigt sur la détente et provoquer un tir accidentel. Et le parallèle, c'est ce que nous avons fait ici. Nous avons toutes ces forces américaines en alerte, armées, prêtes et déployées, prêtes à agir. Mais jour après jour, je veux dire cela fait maintenant au moins 3 mois, elles sont là, armées et prêtes. On ne peut rester à un niveau d'alerte élevé que pendant un certain temps, avant que les capacités ne commencent à se dégrader ou que les gens deviennent négligents. Tu sais, il va forcément se passer quelque chose. Un accident pourrait arriver. Et le colonel Wilkerson a raison à ce sujet. Cette mythologie hollywoodienne autour des forces d'opération spéciales domine une grande partie de notre pensée politique depuis le 11 septembre. Et écoutez, j'ai travaillé avec cette communauté, bon sang, cela fait presque 40 ans maintenant. Donc, vous savez, je la connais de fond en comble, en dehors de celles qui sont connues du grand public, jusqu'à d'autres unités qu'on appelle des SAP et qui relèvent de programmes secrets. Et la personne moyenne n'en sait rien. Elles ont de grandes capacités pour un nombre limité, très limité, de missions. Donc oui, il y a eu les pirates somaliens qui ont pris le contrôle du Maersk, Alabama. Excellente mission. C'est le genre d'opération que les SEAL pouvaient faire et qu'ils ont faite en reprenant le navire et en éliminant les malfaiteurs dans cette situation. Mais renverser un régime, désolé, ils peuvent peut-être entrer et tuer quelques personnes. Mais vous savez, la Delta Force, ce qu'il faut, ce dont on a besoin au Venezuela, si l'on veut un changement de régime, c'est une mission des bérets verts. Et les bérets verts ne sont pas des forces d'opération spéciales, ce sont des forces spéciales. L'une des choses qui les distingue des opérations spéciales, c'est que les gars des opérations spéciales sont du genre. Nous sommes secrets, top secrets. Nous ne pouvons rien dire sur nous-mêmes. Alors que les bérets verts apprennent, allez, sortez, faites-vous des amis parmi les habitants, mangez leur nourriture, vivez avec eux, habillez-vous comme eux, parlez comme eux, interagissez avec eux, soyez leurs copains. C'est en somme un état d'esprit complètement différent. En fait, l'une des tensions qui existait au sein de la Delta Force à ses débuts concernait la volonté d'y intégrer davantage de Rangers, car les Rangers ont un état d'esprit complètement différent de celui des bérets verts. Il y a certes des soldats qui portent à la fois l'insigne des bérets verts et celui des Rangers, mais tout de même, sans vouloir entrer trop dans les détails, il est important que les gens comprennent comment fonctionnent certains de ces états d'esprit militaires. Je pense donc que ce à quoi Trump va se heurter, c'est au fait qu'il ne peut pas obtenir une réussite garantie, que si nous lançons une opération militaire, elle ne se déroulera pas automatiquement bien. Il se peut très bien que les Vénézuéliens soient militairement plus compétents que les Houthis. Ils n'ont simplement pas autant de missiles à longue portée. Mais bon sang, ils ont suffisamment de missiles air-sol qu'ils peuvent tirer depuis des F-16 pour rendre la journée vraiment mauvaise aux forces navales américaines au large des côtes. Donc je pense que tout cela vise probablement à aboutir à ce qui sera finalement une solution diplomatique. Et il ne me surprendrait pas de voir la Chine et la Russie agir en coulisses pour aider, en quelque sorte, encourager Trump, lui montrer qu'il peut obtenir une victoire. Ils établiront qu'il y aura des élections. Mais comme l'a noté le colonel Wilkerson, la politique de Trump jusqu'à présent a rendu Maduro plus populaire, pas moins. Et en fait, si cela se transforme en élection, il pourra dire « Regardez, c'est moi qui ai tenu tête à Trump, et Trump n'a pas osé nous abattre militairement parce qu'il ne le peut pas. » Juste pour renforcer ce que Larry est en train de dire, l'une des choses qui a le plus mis Colin Powell en colère à propos de l'opération Just Cause au Panama et de la mission d'enlèvement contre Noriega concernait un groupe d'opérateurs spéciaux.
Ce qu'ils ont fait, c'est provoquer le plus grand nombre de pertes en un temps record parmi tous les éléments de la force d'invasion. Je veux dire, ils sont simplement arrivés, une dizaine d'entre eux, et, mitrailleuses rugissantes, ont attaqué un groupe du PDF. 5 des 9, je crois, ont été tués sur le coup et les autres ont été blessés. Oui, c'était l'aérodrome qu'ils ont essayé de neutraliser. Ce sont les Navy SEAL qui s'en sont chargés. Et maintenant, c'est en fait un centre commercial, si tu peux le croire. J'avais un ami à moi qui travaillait au bureau de la lutte antiterroriste à l'époque. Il était commandant chez les Navy SEAL. Et mon Dieu, il était furieux contre la chaîne de commandement des SEAL qui avait approuvé cette opération. Il disait que si ton objectif est de détruire l'avion de Noriega, tu fais décoller un C-130 Spectre, tu le réduis en miettes et tu ne mets la vie de personne en danger. Mais non, ce capitaine des SEAL a vu là une occasion de dire « Hey, regardez ce que mes gars peuvent faire ». Et il les a inutilement mis en danger, ce qui a coûté la vie à plusieurs d'entre eux. Quelques-uns ont été grièvement blessés. Ils sont devenus tétraplégiques, ont perdu l'usage de leurs bras et de leurs jambes, confinés à des fauteuils roulants. Juste stupide. C'était presque aussi mauvais que les F-117 que Powell avait essayé d'exclure de l'opération. Puis Cheney est intervenu, et le Congrès aussi, et ils ont dû les inclure. Ils sont descendus et ont largué des bombes sur la commandancia. Une bombe de 900 kilos guidée par satellite l'a frappé. Grand succès, a déclaré ensuite l'armée de l'air. Première utilisation des F-117 au combat. Eh bien, Michael Gordon du New York Times est allé là-bas avec un mètre ruban et a mesuré la distance entre l'un des cratères et la commandancia. C'était un raté total et une grande source d'embarras. Oui, oui. Carl, voici ce qu'a déclaré Marshall Blinkley, ancien responsable sous Bush et Trump, à propos de l'issue en Venezuela. A favorisé la peste socialiste qui s'est répandue à travers l'Amérique latine. Ce sont les Vénézuéliens, c'est l'argent vénézuélien corrompu et sale qui a financé la campagne de Petro. Ils ont fait transiter de l'argent vers le Mexique, ils ont fait transiter de l'argent vers le Brésil. Une fois la démocratie rétablie au Venezuela, tout cet argent de subversion qui a soutenu les campagnes socialistes dans la région se tarira. Il en sera de même pour les revenus pétroliers du régime cubain et pour tout le soutien aux Nicaraguayens. Nous oublions ce qu'Ortega fait subir au peuple nicaraguayen. C'est une tragédie. La solution commence donc par un point clé ici. Oui, il doit revenir à la réalité. Le Venezuela et d'autres pays ont coupé les liens avec Cuba il y a longtemps. Sinon, Cuba ne serait pas dans l'état catastrophique où elle se trouve en ce qui concerne le fioul lourd et d'autres choses dont elle a désespérément besoin. Je travaille actuellement avec les victimes de l'ouragan Melissa, et tu ne croirais pas à quel point la situation est grave à Santiago de Cuba, par exemple. C'est en grande partie à cause du blocus, mais aussi parce que les pays qui les aidaient ont été coupés. Et regardons ce que Marco Rubio vient de faire, en accord avec ce que ce type vient de dire. Il était là-bas en train d'essayer de convaincre les présidents des soi-disant régimes de droite d'Amérique du Sud de se ranger de notre côté, de renverser Lula, de le faire partir, tu vois, de se débarrasser de Lula. Parce que Lula est, selon lui, une tragédie pour l'Amérique du Sud. Et je suppose que tu sais ce qu'ils lui ont répondu. Et tu sais ce que le peuple équatorien a dit à son dirigeant, qui est de droite, et allait nous permettre de revenir? Ils ont dit non, à environ 60% lors d'un référendum. Le président de la Bolivie, apparemment aussi classé à droite, a dit non, Lula est une figure importante. Je fais beaucoup d'affaires avec lui. Allez vous faire voir, dégagez d'ici. Donc ça n'a pas très bien marché.
Mais c'était le but, et c'est ce que ce type insinuait à propos de Maduro. Il ne fait aucun doute que Maduro envoie probablement de l'argent ici et là, comme le font d'autres dirigeants d'Amérique du Sud, de la même manière que nous le faisons, pour tenter d'influencer les gouvernements du monde entier sur le plan politique. Mais au fond, ce que ce type disait, c'est qu'il n'est pas informé en temps voulu et qu'il est stupide. Je dirais la même chose de Marco Rubio, qui semble avoir une vendetta contre tous les pays d'Amérique latine, en particulier Cuba, un pays où il n'a jamais mis les pieds. Notre politique envers l'Amérique du Sud et l'Amérique latine en général aujourd'hui est déplorable. Elle est aussi déplorable que nos politiques ailleurs. Ainsi, l'Empire échoue encore une fois, et il en est un parfait exemple, tant du comment que du pourquoi de cet échec. Bien sûr, Iskerson Resesneo est un mot curieux, politique. Il ne savait pas que nous en ayons une. Bingo. Oui, Larry, que penses-tu de cette nouvelle qui vient de tomber sur X? Il s'agit de l'ancien espion Jonathan Pollard. Tu sais, il a eu une réunion secrète avec Mike Huckabee à l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. De quoi s'agit-il? Quel était le but de cette rencontre? Parce que je dirais, eh bien, ce type, je ne sais pas si tu as vu les interviews que Jonathan Pollard a données récemment, il parlait de la CIA comme étant opposée à Israël. Il a même mentionné la CIA comme l'un des ennemis d'Israël. Oui. Je pense que Huckabee parle à Pollard pour essayer de désamorcer une partie du camp antisioniste encore enfouie quelque part dans la bureaucratie du renseignement et de l'armée américaine. Je veux dire, Pollard est une personne répugnante, méprisable et un gros individu, un traître. Il est loyal à Israël, pas aux États-Unis. Mais bon, c'est comme ça. Cela montre simplement que Huckabee n'est pas non plus loyal envers les États-Unis. Il est avant tout loyal envers Israël. C'est là le problème. Les sionistes, c'est juste un exemple de plus de ce groupe. Et souvenez-vous, Huckabee n'est pas juif. Mais mon Dieu, c'est un ardent sioniste. Et à partir de ces absurdités chrétiennes du genre « Oh, Israël est le peuple élu de Dieu et le Seigneur Jésus va revenir », tu vois, toutes ces sottises, c'est la base de nombreuses politiques désastreuses. Et pourtant, voilà Huckabee qui y adhère. Mais cela a vraiment créé une fracture au sein du Parti républicain et de la base MAGA qui ne disparaîtra pas. En réalité, plus les sionistes essayent désespérément de reprendre le contrôle et de faire taire toutes ces personnes, tu sais, les Candace Owens, les Tucker Carlson, les Nick Fuentes, tous ceux qui s'expriment, plus cela produit l'effet inverse. Cela suscite encore plus d'opposition aux sionistes. Et même si Trump était intelligent, en ce moment il tirerait parti de cette petite victoire, une victoire malgré tout, surtout compte tenu de ce que Larry vient de dire sur ce qui se passe au sein du MAGA en ce moment. Il le rappellerait et le renverrait. Ouais. Il y a eu une interview, colonel, avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Il a mentionné qu'à 3 reprises, l'équipe iranienne était parvenue à une sorte d'accord avec Wilkerson et qu'ils avaient trouvé une solution à chaque fois. Mais chaque fois que Wilkerson retournait à Washington pour en discuter avec les responsables là-bas, il revenait en disant « Ce n'est pas possible ». À votre avis, qui dirige réellement les choses à Washington sur la question iranienne? Parce que lorsque Wilkerson s'y rend, conclut un accord, puis revient à Washington en disant autre chose, quelle est votre opinion là-dessus? Je pense qu'il s'agit de l'homme dont Tucker Carlson avait mis Trump en garde, qu'il serait assassiné s'il devenait vice-président. Et pas nécessairement Marco Rubio lui-même, même si je pense que cela en fait largement partie,
mais les gens qui l'incarnent, des personnes comme Lindsey Graham et d'autres. Nous oublions, et cela m'a été rappelé à de nombreuses reprises, à l'époque où nous envisagions la guerre illégale en Irak, une guerre d'agression. Nous avons au Congrès américain une législation qui fait du changement de régime une politique officielle des États-Unis, en revenant sur le passé, en Irak, et du changement de régime en Iran. Et Lindsey Graham en faisait largement partie, avec d'autres de son entourage. C'est donc cet élément qui ne se reposera pas, tout comme ils veulent saigner la Russie à travers l'Ukraine avec encore plus de véhémence. Ils ne se reposeront pas tant qu'il n'y aura pas de changement de régime à Téhéran. Oui, voici un extrait de l'entretien que le ministre des Affaires étrangères a accordé à The Economist. Nous sommes en faveur d'un accord juste et équilibré. Le problème, c'est que lorsque les Américains, l'administration actuelle, parlent d'un accord, ils veulent en réalité dicter leurs propres conditions. Et c'est ce que nous avons constaté il y a à peine 2 mois à New York. Nous sommes prêts à négocier, mais pas à nous faire dicter notre conduite. Nous sommes prêts à conclure un accord, mais un accord juste et équilibré, pas un accord unilatéral. À quel point êtes-vous préparés s'il devait y avoir une nouvelle attaque israélienne contre l'Irak? Nous sommes encore mieux préparés que lors de la guerre précédente. Pouvez-vous préciser en quoi êtes-vous préparés? Vous savez, nos missiles sont dans une meilleure position, tant en quantité qu'en qualité. Quantity-wise and quality-wise. We have learned many lessons during the 12-day war. Nous avons tiré de nombreuses leçons pendant la guerre de 12 jours. Nous avons compris nos points faibles et nos points forts, ainsi que les points faibles d'Israël. Nous avons travaillé sur tous ces aspects et nous sommes pleinement préparés, encore mieux que la fois précédente. Cela ne veut pas dire que nous voulons la guerre. Comme vous le savez, la meilleure façon d'éviter une guerre est d'y être préparé. Les Russes nous ont beaucoup aidés pendant la guerre de 12 jours et depuis, nous avons intensifié notre coopération. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes plus prêts que jamais. C'est la première fois qu'ils en parlent, du moins, je n'en avais jamais entendu parler auparavant, qu'ils évoquent les Iraniens, la coopération entre les Iraniens et les Russes pendant la guerre de 12 jours, Larry. Oui. Eh bien, en fait, j'ai vu hier un rapport indiquant qu'Arakchi a eu 3 conversations avec Lavrov au cours des 5 derniers jours. Donc, il se passe quelque chose en coulisses. Oui. Mais tu sais, ils n'ont même pas mentionné les Chinois. Il y a également eu une nette augmentation de la coopération sur les plans militaires et diplomatiques entre l'Iran et la Chine. La Russie et la Chine reconnaissent toutes deux que l'Iran est une ressource géostratégique essentielle pour les deux pays. Et ils ne vont pas rester les bras croisés pendant que l'Occident détruit l'Iran. En fait, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour les aider maintenant. Et l'Iran fait face à des problèmes critiques en ce moment, notamment en ce qui concerne l'eau. Il pourrait même devoir déplacer la capitale vers une autre région du pays où l'approvisionnement en eau serait au moins garanti. Ce serait un changement majeur dans la vie nationale du peuple iranien. Mais tu sais, ils ne vont pas se rendre. C'est un plan de longue haleine. Tu sais, il remonte à loin. Je me souviens qu'on parlait de déplacer l'ambassade du pétrole vers le sud de l'Iran, au sud-ouest. Et tout est en marche. Ils planifient cela depuis très longtemps. Larry, en regardant ce que le ministre des Affaires étrangères iranien vient de dire, ils sont prêts à négocier avec les États-Unis, mais ils ne vont pas être forcés à le faire. De quoi parlait-il selon toi? Quel est l'enjeu du côté américain? Ce qu'il dit, va-t-il trouver un écho auprès de l'administration Trump? Vous vouliez dire cela pour le colonel Wilkerson, n'est-ce pas? Oui, je parle du colonel. L'autre Larry.
Dieu seul sait si cela va résonner avec lui. Je vais te dire une chose. Je lisais un article de Reuters ce matin, et en plein milieu, une information clé disait qu'il y aurait une guerre avec l'Iran. Je pense que c'est la question cruciale en ce moment, et je suis d'accord avec cela. Je pense qu'avant Noël, enfin, peut-être que je vais repousser un peu cette prévision, à moins que la situation politique de Netanyahou ne devienne tellement désespérée qu'il soit évincé. Et j'entends de plus en plus parler de cette possibilité. Cela dit, celui qui le remplacera sera probablement le même, juste un peu plus discret, et peut-être pas tout à fait aussi habile dans l'art du meurtre. Est-ce que cela signifie que cela retardera aussi cette affaire d'attaque contre l'Iran? Je ne pense pas. Ce que j'entends de l'Iran aussi, et tu l'as mentionné l'autre jour, c'est qu'ils sont convaincus que cela arrive également. Donc je pense que nous nous dirigeons vers une situation très cataclysmique en Asie du Sud-Ouest, surtout si Bibi utilise la menace de l'arme nucléaire contre Trump pour le forcer à intervenir. Et je ne pense pas une seconde qu'il ne le ferait pas. J'utiliserai une arme nucléaire à moins que tu ne me sauves. Ensuite, il y a tous les autres incitatifs que Trump a, et c'est parti. Je pense que ce sera probablement le démantèlement de l'Empire d'une manière bien plus rapide et brutale que je ne l'imaginais autrement. Mais je pense que c'est là que nous allons. Oui, merci beaucoup, Carl et Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous avoir tous les deux parmi nous. Hey, essayons d'avoir un sujet plus joyeux la semaine prochaine. D'accord, Seigneur. Que pourrions-nous suggérer à Nima Al-Khorshid? Je vais proposer des recettes de bœuf stroganoff venues de Russie. D'accord. Peut-être que tu pourrais proposer quelques recettes brésiliennes, et je te dirais ce qu'un homme de 81 ans cuisine pour lui-même, 4 ans après le décès de sa femme. Ah voilà, on verra si Nima sait. Tu peux faire une bonne recette de feijoada. Oui, je ferai ça. D'accord. Très bien les gars. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.